Bonjour, je m'appelle Sylvie Forestier et je suis passionnée par la psychogénéalogie. Voilà. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la psychogénéalogie, je vais vous mettre en lien là tout de suite une petite explication d'une quinzaine de minutes. Et si vous êtes vraiment, vraiment curieux de vous connaître et de savoir quelles sont les origines, les sources de peut-être vos comportements actuels, eh bien, vous avez une conférence assez longue de presque 2 heures. Je vous mettrai le lien à la fin. Voilà. La psychogénéalogie, pour faire court, eh bien, c'est très simple. On part du principe que dans toute famille, vous avez tout un tas de drames, de problématiques, de tabous, de choses qui n'ont pas été digérées. Et évidemment, dans le passé, hein, que ce soit du côté de nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents, euh, on ne cherchait pas nécessairement le bonheur. Euh, Parfois, on rencontrait, heureusement, mais c'était pas du tout une quête, hein. À l'époque, quand même, on était sur Terre comme dans une vallée de larmes, bien souvent, c'était ce qui se disait au niveau de la religion. Et donc, quand on avait un drame, quand on avait un souci, eh bien, quelque chose de terrible, on ne le verbalisait pas. On ne pensait pas qu'en parlant, on allait mettre peut-être du sens, se soulager. Et comme aujourd'hui, on sait le faire. Et donc, on continue à souffrir. Et hélas pour nos ancêtres, et hélas pour nous, tout secret est appelé à se recréer. Voilà, c'est ce que en psychogénéalogie on appelle un petit peu la patate chaude. Et ce qui n'a pas été mis en conscience va, d'une manière ou d'une autre, être revécu par les générations suivantes. C'est pour ça qu'on aime à faire un travail sur ces drames passés. En fait, quand on le découvre, eh bien, on peut rendre à César ce qui lui appartient et aller, disons, d'un pas nouveau dans notre vie, sans éventuellement donner, transmettre ce drame à nos enfants. Voilà. J'ai choisi d'évoquer l'angle de l'infertilité ou des problèmes de fertilité sous l'angle des loyautés familiales, c'est-à-dire donc sous l'angle du transgénérationnel, sous l'angle de la psychogénéalogie, parce que c'est une problématique qu'on rencontre énormément. Voilà. Donc il y a des tas et des tas de cas qui, notamment par rapport aux filiations maternelles, euh, font qu'aujourd'hui, de jeunes femmes ont des problématiques pour avoir des enfants. Donc, on voit toutes sortes de cas d'endométriose, on voit toutes sortes de recours aux FIV, etc., voire de cas inexpliqués. Et en fait, je pense que ça doit vraiment être remis très 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 souvent dans une perspective historique et une perspective familiale, euh, parce que ça éclaire bien souvent les choses. Voilà. Et donc en fait, par exemple, imaginons le cas d'une grand-mère, d'une arrière-grand-mère, voire d'une mère qui a vécu le traumatisme d'un enfant mort-né ou d'enfants morts trop jeunes ou de fausses couches. Eh bien, autant on peut considérer que, hélas, dans ces époques, la médecine n'étant pas aussi pointue qu'aujourd'hui, eh bien, c'était des choses beaucoup plus banales, mais néanmoins, c'était des choses quand même extrêmement traumatisantes. Voilà. Donc, moi, par exemple, dans ma famille,
ne serait-ce que la génération d'au-dessus, je vois, voilà, il y a eu plusieurs fausses couches et plusieurs naissances avec des enfants qui n'ont pas vécu plus de quelques heures. Et évidemment, ça a eu un impact extrêmement mortifère, extrêmement anxiogène. Et il est évident que ça se ressent dans la génération d'en dessous. Et si je m'appelle Sylvie, ça n'est pas pour rien, c'est Sylvie, c'est qu'il n'est pas mort. Donc voilà. Donc le prénom est très très révélateur très souvent d'angoisse comme ça. Et donc il est clair que ma mère, vu tout ce qu'elle avait vécu, eh bien il y avait beaucoup beaucoup d'appréhension. Donc imaginons ces femmes qui accouchaient à domicile. La génération d'au-dessus, vous aviez encore beaucoup, beaucoup de septicémie, beaucoup de fièvre purpurale, comme on disait, c'est-à-dire les fièvres juste après la naissance, hein. Vous aviez tout ce qui était enfant qui se présentait mal et donc la mère manquait d'y passer. Donc, un traumatisme, une angoisse très très forte. Évidemment, vous aviez aussi donc l'idée que accoucher, c'était quelque chose de dangereux. Et vous aviez l'idée que mettre au monde un enfant, s'y attacher, c'était quelque chose qui pouvait être dramatique. Parce que, eh bien, voilà, quand vous aviez un enfant qui mourait au bout de quelques semaines ou qui mourait au bout de 2-3 ans, évidemment, c'était toujours un drame énorme. Et quand on regarde dans l'arbre généalogique, on voit très très souvent des enfants qui portent le nom, le prénom d'enfants qui sont morts précédemment. Vous imaginez un petit peu le poids de cet enfant remplaçant qui n'est jamais évidemment à la hauteur de celui qu'on a perdu, à qui on prête toutes les qualités, tous les fantasmes possibles, cet enfant qui est mort plus tôt. Et donc ce petit garçon ou cette petite fille qui va devoir remplacer, qui porte le même prénom, ça va avoir des implications très lourdes pour lui, hein. Et évidemment, tout ça, ça passe dans le non-verbal ou dans le verbal. Par exemple, moi qui suis aussi artiste, on peut citer quelqu'un comme Van Gogh. Et Van Gogh, régulièrement, on l'amenait sur la tombe de son frère aîné, Vincent. Voilà, donc vous imaginez un petit peu tout ça, il y avait quand même quelque chose d'extrêmement névrotique quelque part. Et quand son frère, le frère de Vincent, son frère qui lui subvenait à ses besoins, hein, puisque Vincent Van Gogh avait quand même quelques soucis financiers. Eh bien, à un moment, à la fin de sa vie, Vincent Van Gogh avait une aisance financière, enfin, un peu plus envisageable puisqu'il a commencé à vendre. Il avait eu un bon succès au niveau d'une exposition. Et donc, son frère, qui avait déjà plusieurs enfants, lui a écrit une lettre. Theo Van Gogh lui a écrit une lettre en lui disant: enfin, je vais pouvoir m'alléger de ce poids financier, donc toi, mon frère. Et donc, mon dernier petit garçon, je l'ai appelé Vincent, et lui, j'espère qu'il aura plus de chance que toi. Et quelques jours après, donc, Vincent Van Gogh se tirait une balle dans la tête, comme on le sait. Voilà. Et puis, vous avez un autre exemple, par exemple, dans les peintres, c'est Salvador Dali. Et lui, même chose, même prénom qu'un frère précédemment mort. Et lui en a fait réellement une force. Il s'est, quand on a une mission de vie comme ça, un petit peu imposée par les parents, ce qui est le cas de tout le monde, hein, vous avez soit le choix d'être en mode soumis, et auquel cas, bah, comme Vincent Van Gogh, ça pouvait être extrêmement
source de grand malaise, de grande angoisse, je n'ai pas de valeur, j'en ai pas assez suffisamment par rapport aux yeux de mes parents, et cetera, puisque c'est l'autre qui était plus important. Soit vous pouvez avoir le choix du rebelle ou le choix du survivant, et auquel cas vous allez investir un maximum votre existence. Eh bien, c'était le cas de ce cher Salvador Dali, qui lui avait un ego quand même assez surdimensionné, comme vous le savez, mais quand même avec cette obsession du défunt derrière lui. Voilà, donc ces femmes qui ont accouché d'enfants mort-nés, ces femmes qui ont accouché et qui ont eu des enfants qui sont morts jeunes, donc elles ont été traumatisées. Elles ont pu donc aussi avoir des fausses couches répétées, et donc chaque grossesse était source d'angoisse. Et donc évidemment, quand vous avez une grossesse qui se passe mal avec donc de la cortisol, enfin du cortisol, c'est-à-dire c'est l'hormone du stress, hein, cette hormone, elle finit par passer par le placenta, et donc évidemment l'enfant déglutit tout ça au cours de la grossesse, et nécessairement, le petit qui naît n'a pas euh, la même quiétude et la même euphorie qu'un enfant qui est né dans un autre contexte durant la grossesse. Voilà. Après, évidemment, vous pouvez avoir aussi associé à la grossesse, vous avez aussi tout ce qui est souffrance postpartum, ce que nous on appelle les baby blues, hein, et qui n'étaient pas tellement pris en compte, euh, mais qui existaient évidemment, hein. Et donc, un enfant qui naît dans ce contexte-là, évidemment, c'est quand même assez pesant. Et pour la mère, le- l'embarras, la culpabilité de ne pas savoir accueillir ce petit, alors que soi-disant, l'amour maternel est quelque chose d'instinctif, est quelque chose de merveilleux, est quelque chose de facile, est quelque chose d'inné. Voilà. Alors que réellement, ces jeunes mères, elles pouvaient se retrouver dans des conditions extrêmement douloureuses, extrêmement violentes. Elles pouvaient être démunies. Euh, Elles pouvaient ne pas accueillir cet enfant avec autant de bonheur que ce que le mythe de la mère heureuse qu'on leur avait fait miroiter euh, pouvait leur laisser supposer. Donc, à cette dépression éventuelle après l'accouchement, vous pouviez vraiment avoir en plus une culpabilité qui aggravait le tout, et donc qui a généré dans l'éducation, dans la transmission, dans cette famille, l'idée que avoir un enfant, finalement, c'est quelque chose d'anxiogène, c'est quelque chose qui ne vous apporte pas nécessairement le plaisir, mais plus de l'inquiétude, plus de la culpabilité, que ça peut être lié, donc donner la vie peut être lié à donner la mort. Et puis aussi, vous avez donc l'idée que pendant des générations et des générations, si ce n'est des millénaires, la femme était liée uniquement à la valeur de son ventre, et que avec ce patriarcat, euh, elle n'avait donc de valeur, comme je viens de le dire, que si elle était capable de procréer. Et si elle ne trouvait pas son épanouissement là-dedans, évidemment, ça pouvait être terrible. Or, il est évident que beaucoup de femmes se voyaient quand même autrement, hein. C'est Simone de Beauvoir qui disait toute femme est une femme mariée, en attente de l'être, ou qui l'a été,
ou dans la souffrance de ne pas l'être. Hein. Dans les années 50-60, dans les années juste après-guerre, être une femme dite privilégiée, dite épanouie, c'était une femme qui était éventuellement une femme épouse au foyer. Toute son éducation avait porté sur le fait qu'elle allait se marier, ça allait être le plus beau jour de sa vie, et qu'ensuite, elle était entièrement dévouée à son époux, à son foyer, que ça remplirait toute sa vie d'un bonheur sans faille et que, évidemment, le must dans tout ça, c'était avoir des enfants. Sauf que, entre le mythe et la réalité, parfois ce rêve se transformait en cauchemar, pour bien des raisons. D'abord parce que toutes les femmes ne sont pas faites pour être mères, contrairement à ce qu'on leur a fait croire. Ensuite, eh bien, parfois, avoir des enfants, c'était renoncer, pourquoi pas, à une carrière. C'était s'enfermer dans un quotidien qui n'était pas excessivement valorisant, à savoir, eh bien, les couches, le ménage, la lessive, attendre son époux en étant totalement au service et toujours bien apprêté, etc. Moi, je vous invite à lire les guides de la parfaite épouse du siècle dernier. Je vous jure, c'est croquignolesque, vraiment. C'est comment elle doit se lever avant monsieur, de façon à être parfaitement apprêtée au niveau des cheveux, etc. Éventuellement, pourquoi pas une petite touche de maquillage, en tout cas propre, etc. Comment le petit déjeuner de monsieur doit être prêt. Comment... Et pareil pour les enfants. Quand monsieur rentre d'une journée de travail, il est évident que les enfants doivent être propres, doivent être sages, ils ne doivent pas être désagréable pour monsieur. Donc éventuellement ils doivent être couchés, monsieur arrive pour faire la bise, ou éventuellement les week-ends il va pouvoir jouer un petit peu avec eux, mais ses enfants sont toujours propres, et puis c'est la mère qui se charge évidemment de tout ce qui est lourd, désagréable, etc. Et elle est invitée à poser quelques questions, mais ne pas l'embêter, ce cher homme, avec toutes les banalités sans intérêt de sa journée à elle, quoi, hein. Voilà. Mais on a vraiment toute une série de décennies où les femmes, finalement, sont dans un masque social de femmes parfaitement heureuses, consommatrices, euh, et voilà, la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui doit consommer pour être heureuse. Vous avez des pubs de cette époque qui sont absolument magnifiques. Et à partir du moment où elle a des enfants, un appartement, une maison et Moulinex, voilà, elle doit être radieuse. Et tant pis si ça ne correspond absolument pas à ce qu'elle espérait de sa vie. Et c'est pour ça que ces femmes-là, eh bien souvent, elles étaient consommatrices de Moulinex, certes, mais elles étaient aussi consommatrices de Valium. Ça, c'est une réalité aussi pour nos mères. Voilà. Donc, il est évident que des filles qui ont senti tout cela, c'est-à-dire qui ont vu leur mère aux limites de la dépression, parce qu'elle ne s'épanouissait pas dans cette vie de femme au foyer, de femme mariée. Je ne dis pas, des fois, la déconvenue de la nuit de noces. Bon, voilà. Et on ne parle même pas de la génération d'avant, ces femmes qui se sont mariées avec des mariages arrangés, et donc avec des situations parfois d'une rare violence,
où on était dépendante financièrement et donc de toute façon on ne divorçait pas quand il n'y avait pas en plus le poids de l'Église. Il faut bien penser que aux États-Unis, par exemple, hein, la prohibition, au départ, ça vient d'une démarche féministe, enfin une demande de la part des femmes qui trouvaient que l'alcool était source évidemment de violences familiales beaucoup trop fortes. Voilà. Donc, vous avez toute une configuration où, avec ce patriarcat, avec ces drames, donc liés à des morts trop précoces, avec le danger de la grossesse, avec aussi toutes les grossesses non désirées, hein, c'est-à-dire ces femmes qui enquillaient 6, 8, 10 grossesses, hein, et en peu d'années parfois, avec un homme qu'elle n'aimait pas, avec des enfants qu'elle n'avait pas les moyens d'alimenter correctement, avec un épuisement constant, euh, avec la nécessité à la fin de recourir à des avortements dangereux, etc., etc. Enfin, je vous dresse un tableau de l'existence féminine qui évidemment est très sombre, mais qui est totalement réaliste par rapport aux générations précédentes. Et donc, tout cela, j'ai oublié aussi les femmes qui ont un enfant de la honte ou un enfant qu'elles n'ont pas désiré parce qu'elles détestent le père, parce qu'elles s'attendaient à avoir un garçon et qu'elles ont eu une fille et que cette fille n'est pas souhaitée par la famille, etc., etc. Et que ces mères se sont muées en marâtres, hein, en mères toxiques pour leur enfant, que évidemment, être mère, c'est faire souffrir, donc dans l'état d'esprit de la génération suivante. Être mère, c'est être une mauvaise personne. Donc à partir de là, comment moi, je vais pouvoir être mère? Si c'est reproduire quelque chose de violent, d'agressif, etc., etc. Si l'idée d'être mère, c'est ça. Voilà. Si l'idée de l'amour, c'est vous mettre la tête sous l'eau. Donc, comprenons que quand on a une jeune fille ou une femme qui vous dit, eh bien, à 35 ans, 37 ans, 40 ans, 41 ans, je ne sais pas, je veux tellement un enfant, mais je n'ai jamais trouvé le père. Ou une jeune fille qui, pour des raisons X ou Y, on ne sait pas, on n'a même pas d'explication parfois par la médecine, bien, en fait, elle n'arrive pas à avoir d'enfant. Eh bien, c'est très très utile, je trouve, d'aller vérifier dans cette filiation du clan, notamment du côté maternel, eh bien, quels ont pu être les traumatismes et quelles ont pu être les histoires propres à chacune de ces femmes qui nous ont précédées. Et inutile d'aller voir trop loin. On retrouve très très souvent. Alors oui, il y a aussi, excusez-moi, il y a aussi, oh ma chérie, t'es bien mignonne, mais tu finiras comme Tati Juliette. Ça a pu être dit très tôt. Alors pour des tas de raisons, hein, peut-être que Tati Juliette, elle avait beaucoup de caractère, ou c'était une fille super drôle, etc., aventurière, enfin que sais-je, et que on retrouve peut-être ces qualités chez cette petite fille. Sauf que
La petite fille, elle, ce qu'elle a retenu, c'est peut-être un malentendu, hein. C'est une interprétation d'enfant. Et notre vie est constituée sur des interprétations qu'on fait dans notre enfance, hein, sur notre récit de vie, notre personnalité, notre ego, il se constitue par des interprétations qu'on a posées avant 7 ans. Et donc, imaginons cette petite fille, si elle a retenu que tante Juliette, eh bien, en fait, tante Juliette, elle n'avait jamais eu d'enfant. Et pourtant, elle adorait sa tante Juliette. Qu'est-ce qu'elle était drôle, qu'est-ce qu'elle était formidable. Peut-être même qu'elle aimait tante Juliette plus que sa mère. Eh bien, en fait, par loyauté familiale, cette petite jeune fille, en grandissant, va s'être identifiée à cette tante et donc être comme la tante Juliette, c'est ne pas avoir d'enfant. Enfin, voilà, tout ça pour dire que la psychogénéalogie, c'est une enquête absolument passionnante et que elle peut être extrêmement pacifiante, extrêmement libératrice et qu'elle peut donner la source de maladies, de comportements, de problématiques récurrentes que vous ne vous expliquez pas. C'est une thérapie brève. Et moi, j'invite tout le monde à le faire parce que véritablement, chaque famille a au moins 4 problèmes. Donc, peut-être que vous n'en avez plus qu'un à traiter, mais posez-vous quelques questions. D'ailleurs, à ce sujet, sous la description, vous avez un petit lien pour ma newsletter, pour mon site Être heureux d'être soi. Et pour vous abonner à la newsletter mensuelle, vous, je sais pas, mais moi j'ai horreur de recevoir des newsletters tous les jours. Donc pour moi, c'est une fois par mois. Et donc, vous avez un petit questionnaire, mais c'est que pour vous, hein, ne me le renvoyez pas après. C'est que pour vous interroger justement sur ces problématiques familiales, hein. Quels étaient le rapport à l'argent, quels étaient le rapport au corps, quelles étaient les petites phrases qu'on se donnait, voilà. Parce qu'évidemment là, on voit les problèmes de fertilité, mais en fait, il y en a beaucoup d'autres types de problèmes qui sont liés à des loyautés familiales et qu'on peut ensuite envisager. Et j'espère que je vous ferai d'autres capsules. Voilà, au plaisir de vous retrouver. Merci.